Michel Jérôme, je suis ravi de vous accompagner pour cette journée, ou plutôt cet après-midi, ce moment 1h30 environ que nous allons passer ensemble. Le HLM, une chance pour les territoires. Ces territoires, vous les connaissez, ce sont les vôtres, ceux de la Normandie, avec toutes ces facettes, tous ces aspects. Et vous aurez l'occasion d'intervenir. Parce que, imaginez, là, on pourrait être en tout cas en train de partager un petit café dehors. Je serais en train de vous appeler, de vous dire, messieurs, dames, ça va commencer, rentrez dans la salle. Et puis on pourrait s'installer, on serait une cinquantaine, bientôt une centaine, peut-être dans quelques temps 200, à échanger autour de cette thématique. Bon ben ça va se passer autrement. Je vous invite à vous faire couler un petit café dans vos bureaux respectifs ou vos salles de réunion. Et nous allons passer cet après-midi ensemble jusqu'à 15h30 environ. Si à tout moment vous avez une question, vous avez une remarque, vous avez un commentaire, sur YouTube vous avez une case commentaire. Eh bien c'est cela que vous allez utiliser pour échanger avec nous. Et puis très régulièrement, on me glissera dans l'oreillette ou un petit papier pour me dire ce que vous pensez, quelles sont les questions qui vous viennent et éventuellement les interventions que vous souhaitez laisser pendant cet après-midi. Donc n'hésitez vraiment pas, à tout moment, vous êtes des nôtres ici. Nous sommes en direct de Rouen, mais en fait nous sommes partout en Normandie, avec une grande chance d'avoir Valérie Mespoulès à mes côtés. Bonjour Valérie, vous êtes la présidente de l'Union pour l'habitat social de Normandie. Et nous avons une autre grande chance, c'est Emmanuel Causse qui, je crois, nous a rejoint déjà. Bonjour. Vous avez été ministre. Vous êtes aujourd'hui, au niveau national, la présidente de l'Union sociale pour l'habitat. Et j'ai envie de dire, avant tout cela, vous êtes engagée de longue date pour cette cause qui est la nôtre aujourd'hui en particulier. Merci. Pour nous souhaiter la bienvenue, c'est comme ça qu'on aurait fait si on était dans une salle, je crois, tous ensemble. On aurait salué Christophe Bouillon déjà, qui est à nos côtés. Bonjour Christophe. Bonjour. Vous représentez les petites villes de France. Et vous représentez votre ville en particulier aussi, la ville de Barentin, dont vous êtes le maire depuis peu en Seine-Maritime. Vous avez été maire de Canteleu il y a quelques années. Et puis surtout, vous avez été député pendant de longues années à l'Assemblée nationale que vous avez quitté récemment pour ce nouveau mandat. Oui, un retour au local, à l'action locale. Vous êtes le grand témoin de cet après-midi. Régulièrement, vous nous donnerez votre sentiment avec l'expérience qui est la vôtre, d'élu à tous les niveaux. Et puis avec aussi ce regard que vous portez en tant que représentant des petites villes en général et des petites villes normandes évidemment en particulier. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Merci. J'étais impatient de vous écouter, Valérie Mespoulès. Je vous laisse peut-être nous dire un petit peu de quoi il sera question cet après-midi. Je crois que vous avez beaucoup de chiffres, toute une étude qu'on va essayer de regarder ensemble en détail. Un point de contexte, effectivement, et puis donc une petite introduction assez rapide avant de passer à la parole à Emmanuel qui introduira véritablement donc ce moment. Le logement social en Normandie, c'est environ une résidence principale sur 5. Nous logeons plus d'un demi-million de Normands. Et nous sommes présents dans 1200 villes et 1200 villages, puisque ça va de la métropole à l'ensemble des zones rurales, dans toute leur diversité de Normandie. Donc on est effectivement un maillon, un maillon que nous, on souhaite valoriser bien évidemment. Et puis on veut véritablement pouvoir faire la preuve, tout du moins par l'exemple, puisque ça va être notre projet et notre sujet d'aujourd'hui, que nous sommes des créateurs de valeur et que le logement social est un créateur de valeur dans tous les territoires, pour tous les habitants, quelle que soit effectivement la ville, le village, quelle que soit la population, que ce soit des jeunes, des seniors ou des personnes qui sont travailleurs essentiels, on va dire, au niveau donc de tous ces territoires. Diversité effectivement aussi des actions, on ne le connaît peut-être pas assez, et là aussi on a souhaité, au travers de l'étude qui vous sera présentée cet après-midi, Habitat et Innovation, faire un peu un regard à 360 degrés sur l'ensemble de nos missions, sur l'ensemble de nos métiers. On est bien sûr, et premièrement, on va dire, bailleur social. Nous sommes là pour loger
l'ensemble des personnes et des ménages. Nous sommes là aussi pour exercer le droit pour tous à avoir un logement de qualité. Et puis aussi peut-être de manière un peu plus novatrice, nous avons toujours été et nous sommes encore un des maillons essentiels de l'innovation ou des innovations, que ce soit des innovations de l'habitat ou que ce soit des innovations sociales. Donc voilà, donc c'est ce regard à 360 degrés qu'on souhaitait pouvoir montrer. L'étude qui a été réalisée avec Delphis, qui a justement analysé un peu l'ensemble de nos activités et qui va pouvoir démontrer un peu l'ensemble du poids que nous pouvons représenter et la chaîne de valeur aussi à laquelle nous participons, que ce soit dans le cadre économique, puisque nous sommes un acteur économique majeur, on ne le sait peut-être pas assez, un acteur bien évidemment des politiques de l'habitat et des politiques d'aménagement, et puis un acteur aussi de l'inclusion sociale, de la cohésion sociale, qui est donc en partenariat, on va dire, avec l'ensemble des réseaux, qu'ils soient institutionnels, collectivités, associatifs. Et puis la dernière partie prenante, qui est peut-être aussi notre centre, c'est les habitants, bien évidemment. Donc les initiatives aussi que nous pouvons prendre avec eux, pour eux, et pour qu'on soit un peu tous co-responsables d'une cohabitation paisible et la plus inclusive possible. Voilà, donc on espère que ce moment, 7 heures ou 7 heures et demie, sera intéressante. On espère surtout qu'elle pourra être interactive pour pouvoir justement échanger différents points de vue, que ce soit des points de vue d'habitants que vous verrez en première partie, notre grand témoin qui effectivement aussi a une expérience lui-même de ce partenariat, et puis aussi d'autres personnalités qui sont un petit peu plus en dehors de notre métier, mais qui ont été habitants du logement social. Et puis au niveau du poids économique, je remercie aussi, on ne l'a pas nommé tout à l'heure, Rodolphe Thomas, qui participera à la troisième partie au niveau de tout ce qui est développement économique et cohésion sociale. Voilà, globalement, je n'irai pas forcément plus loin que cela. On aura l'occasion d'échanger au fur et à mesure de ce moment. Et puis voilà, je vais demander peut-être à Emmanuel d'introduire un peu, puisque la grande famille nationale, c'est l'Union sociale pour l'habitat. Merci Valérie, et puis bonjour à Christophe Bouillon, que je suis ravie de croiser lors de cette réunion. Et puis évidemment, merci à l'Union pour l'habitat social de Normandie de m'avoir proposé d'introduire votre après-midi et au-delà de ça, d'organiser ce type d'événement, parce que on a toujours besoin de ces moments pour rappeler d'une part ce que nous faisons, ce que nous représentons, les acteurs du logement social, mais aussi, et je pense que c'est ça qui est le plus intéressant, c'est de montrer quel est l'impact territorial de nos activités et combien le secteur HLM est au service des territoires. Alors Valérie a donné quelques chiffres tout à l'heure, et avant cette réunion, j'ai relu les chiffres qui vont être présentés sur le poids économique et social des HLM dans toute la Normandie. Mais je pense quand même qu'il est important de rappeler 2-3 choses. D'une part, il y a toujours eu des acteurs assez majeurs de l'histoire HLM dans cette grande région maintenant. Alors là, je sais qu'il y a plein d'organismes HLM qui participent à cette réunion cet après-midi. Je pense que beaucoup d'entre eux sont à la tête d'entreprises qui ont plusieurs décennies, voire plus que ça. Des acteurs qui sont investis pour le territoire dans des vies extrêmement longues. Si on compare un peu, on pourrait dire que la durée de temps importante pour un acteur du HLM, c'est la durée des prêts de la Caisse des dépôts. Donc voilà, on ne réfléchit pas à 5 ans ou à 10 ans, on réfléchit à 30, 40 ans, voire un siècle. Et ça aussi, c'est ce qui nous caractérise. Pas nous personnellement, on ne sera plus là au bout d'un moment, mais en tout cas, les entreprises et le sens de ce que l'on fait est là pour durer. Et si je dis ça, c'est tout simplement pour rappeler qu'on peut toujours compter sur nous. Alors, ça explique aussi qu'on peut être parfois très exigeant sur ce que l'on veut faire, sur des négociations, mais en même temps, on est toujours là. Et on l'a d'ailleurs vu encore au moment de la crise sur le Covid, où beaucoup de nos agents de proximité, beaucoup du personnel
s'est déplacé pour prendre soin des locataires, pour voir comment ça se passait, pour être en appui des politiques locales décidées par les maires qui avaient besoin d'appui logistique parfois. Et ça, c'est quelque chose que l'on a fait immédiatement et qu'évidemment, on sera amené à refaire si nécessaire. Alors, si je dis tout ça, c'est parce que justement, avec la présence de Christophe, c'est aussi pour dire que nous, les acteurs du logement social, on n'est pas que les acteurs des grandes villes, de la production énorme en logement, on est des acteurs de tous les territoires. On intervient y compris dans des petites villes, y compris dans de la ville moyenne, et notamment sur des tissus urbains très particuliers en Normandie. Je pense qu'on a des rôles à jouer extrêmement intéressants pour justement amener des offres qui me semblent assez utiles pour la société et puis qui répondent tout simplement aux enjeux de cherté du logement. Voilà Valérie pour une introduction. Après, si tu veux que je parle de choses plus précises, tu me le dis. Mais voilà, c'était pour simplement planter le décor, si je peux parler ainsi. Merci beaucoup, Emmanuel Causse, de cette introduction. Vous restez quelques minutes avec nous encore. Vous l'évoquiez, il faut 2 partenaires déjà majeurs pour y arriver. Ils sont avec nous ici, le logement social à ma droite, les élus à ma gauche. Et puis il en va de même aussi derrière ces caméras. Et chez vous, vous représentez ces 2 partenariats. Et puis, on a besoin aussi, vous le disiez, de la région qui sera présente tout à l'heure, représentée par l'un de ses vice-présidents. Nous avons besoin du monde du bâtiment et la Fédération française du bâtiment en Normandie sera aussi avec nous de la fête. Et puis, vous parliez des habitants, ils sont au cœur, évidemment, de nos préoccupations. Et l'un d'eux va nous rejoindre, en tout cas, il a grandi ici. Enfin, on ne va pas tout dire, mais c'est un footballeur célèbre qui va, dans quelques minutes, nous rejoindre pour témoigner et nous raconter comment... Mais finalement, c'est grâce à son immeuble, à sa cage d'escalier, à la cour de récréation de l'école à côté de son immeuble, qu'il a certainement réussi une grande carrière. Et je vous le dis, c'est Mathieu Bonnemer, l'hébroïcien, qui sera avec nous dans quelques minutes. Vous avez parlé de chiffres, on va peut-être en regarder quelques-uns. Avant de les détailler, je vous propose, Emmanuel Causse, depuis chez vous, vous tous dans vos bureaux respectifs, peut-être à la maison en télétravail, en 2 minutes 30, déjà de vous donner un certain nombre de chiffres. Ça va peut-être vous donner le tournis, rassurez-vous, jusqu'à 15h30. Ensuite, on va s'arrêter sur chacun d'entre eux pour essayer de bien comprendre, et c'est important, la place essentielle du logement social dans le développement de nos territoires normands. Regardons ces quelques chiffres. 65% des Français sont éligibles à l'offre de logement social, et 1 Français sur 2 a vécu ou vit dans le logement social. Les bailleurs sociaux normands proposent ainsi une offre de logement pour tous, adaptée à chaque étape de la vie. Par exemple, les organismes HLM adaptent les logements et créent des services pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et contribuer à l'autonomie des personnes en situation de handicap. En Normandie, 3500 logements sont adaptés au vieillissement et au handicap chaque année, soit 11 millions d'euros d'investissement. Pour faciliter l'indépendance des jeunes adultes, les bailleurs proposent aussi une offre de petits logements, développent la colocation ou construisent des résidences jeunes travailleurs. Le logement social, c'est actuellement une habitation de qualité, à loyer abordable, 2 fois moins élevé qu'au sein du parc locatif privé, qui associe des services et un accompagnement de proximité sur le long terme avec les résidents. Elle renforce aussi le lien social en mettant à disposition des locaux aux associations, en promotionnant l'éco-citoyenneté, en créant des rendez-vous conviviaux ou en menant des projets culturels. Engagés auprès des collectivités pour la redynamisation des centres-villes, les bailleurs sociaux accompagnent les constructions de logements comme les projets de pôles de santé, de crèches, de maisons de retraite, de commerce. Ils innovent en répondant aux besoins de nouveaux habitats, tout en élevant des bâtiments respectueux de l'environnement et performants. Pour lutter contre le réchauffement climatique, ils construisent des bâtiments à énergie positive. 65 000 de leurs logements sont alimentés en énergie renouvelable et plus de 10 000 logements sont labellisés BBC. Dans les territoires, les bailleurs œuvrent également en faveur de l'économie locale. 800 millions d'euros sont investis chaque année auprès des entreprises normandes du bâtiment. Un engagement qui permet le maintien des emplois locaux et la création de nouveaux postes. Ils emploient 5 000 salariés en Normandie et 12 000 ETP sont générés dans la filière du BTP. Ce sont des emplois non délocalisables. Au sein de leurs agences, les bailleurs offrent par ailleurs des formations qualifiantes aux jeunes et aux personnes en insertion. 112 contrats de professionnalisation ou d'apprentissage dans leurs effectifs actuels et accueillent de 300 stagiaires par an.
Économie locale, lutte contre le réchauffement climatique, mixité, lien social. Les HLM agissent aujourd'hui pour les Normands, leur commune et notre avenir. Le saviez-vous ? Aujourd'hui, un Normand sur 6 habite dans un logement social et bénéficie ainsi de services au quotidien dans des logements de qualité, innovants, adaptés aux besoins et aux ressources de chacun. Chaque jour, les HLM construisent l'avenir de demain. Voulez-vous le construire avec eux ? Je pense que la réponse est oui, évidemment, pour vous tous ici, pour nous tous. Moi, j'ai retenu un chiffre, 1 sur 6. Un Normand sur 6. Pour le reste, vous avez peut-être perdu, ça va très vite, vous avez peut-être perdu le fil. Et pour le fil, on a Ariane qui est avec nous pendant tout l'après-midi. Je sais, ouais, c'était trop facile, excusez-moi, je le ferai plus, c'est promis. Ariane Massière, vous êtes la directrice de l'Union pour l'habitat social en Normandie et vous avez droit à votre jingle quand même. Bonjour Ariane Massière. Bonjour Michel Jérôme, merci pour cette très belle transition. Bonjour à tous. Donc effectivement, beaucoup de chiffres dans ce premier film et je vais essayer de revenir sur une première partie pour prendre un peu plus de temps sur ces chiffres qui ne sont que des chiffres mais porteurs de beaucoup de valeurs. Cette première partie, c'est les HLM, leur mission d'intérêt général et qu'on a choisi de nommer « Loger la Normandie telle qu'elle est » puisqu'elle nomme la population normande dans toute sa diversité. Une mission d'intérêt général, c'est-à-dire très simplement, mais avec autant d'importance aujourd'hui dans cette situation peut-être, proposer des logements de qualité, des logements abordables pour tous et ce, à chaque étape de la vie. Donc sur ce petit schéma, vous avez tout simplement la composition de nos locataires avec, à l'image, je dirais, de la société normande, un quart de nos locataires qui sont des locataires de plus de 65 ans. Parmi les plus jeunes, un locataire sur 3 à moins de 30 ans. Alors un nouveau locataire parce qu'il est arrivé dans les 2 ans. Un ménage sur 5, une famille, des parents, des enfants. Et puis également à l'image de notre société, une majorité d'actifs avec exactement 60% de locataires qui sont des actifs. Une mission d'intérêt général et puis quand même essentiellement une mission première qui est celle d'accueillir les populations les plus modestes, les populations les plus fragiles. Et sur ces locataires, ce sont un locataire sur 3 avec ses revenus modestes qui est actuellement logé dans nos logements sociaux. On propose des logements donc de qualité, des logements à loyer abordable. Ça signifie soutenir le pouvoir d'achat de nos locataires. Dans l'étude que vous tiendrons à votre disposition, vous découvrez effectivement que les loyers du parc social, des logements sociaux, sont 2 fois moins chers que ceux du parc privé. Alors un exemple parlant tiré toujours de l'étude sur un logement de typologie moyenne, 65 mètres carrés, on a un différentiel de 345 € par mois, ce qui représente sur une année un peu plus de 4 000 €. Et 4 000 €, c'est 4 000 € qui ne sont plus captés par ce secteur de l'immobilier qui est toujours un poste important pour un ménage, mais c'est 4 000 € qui sont investis dans l'économie et qui sont un gain de pouvoir d'achat. C'est des logements également de qualité, des logements de qualité à un coût maîtrisé, avec des charges qui sont maîtrisées. Et donc, on peut aussi voir dans l'étude que les logements du parc social sont en moyenne 16% plus économes que les logements du parc privé. Donc, à nouveau, c'est un renforcement du pouvoir d'achat en proposant des logements de qualité. Des atouts du logement social que je viens de vous présenter qui sont partagés, je pense, par bon nombre d'habitants, puisque comme l'a bien noté Michel Jérôme, puisqu'il a retenu un chiffre, nous disait-il, c'est un Normand sur 6 qui est logé donc, dans nos logements. Donc tous ces Normands, et bien sûr c'est une diversité de locataires, des plus jeunes, donc on disait 1 sur 3 qui a moins de 30 ans,
Et donc les bailleurs proposent une offre destinée à ces jeunes avec des petits logements, puisqu'ils répondent souvent déjà à un besoin des jeunes, mais également en créant une offre spécifique, c'est-à-dire qu'ils construisent des résidences étudiantes, ils construisent des résidences jeunes actifs ou jeunes travailleurs. Et aujourd'hui, cette offre de logements diversifiés destinée aux jeunes, c'est 14 000 logements sur la Normandie. Les actifs, puisqu'on peut être jeune, on peut être actif, mais effectivement des actifs. Et encore une fois, je dirais rien d'exceptionnel, en tout cas l'image de notre population, une majorité d'actifs, 60% de nos locataires sont des actifs. Parmi ces actifs, Valérie Mespoulès et Emmanuel Cos le rappelaient tout à l'heure, des travailleurs clés, des travailleurs essentiels qu'on a largement pu identifier et reconnaître et valoriser fort heureusement sur ces derniers mois, dernières semaines. Et puis en continuant, ces actifs prennent de l'âge et ce sont nos aînés que nous logeons. On projette, je crois, horizon 2030 que la Normandie comptera 30% de seniors. Eh bien, dans nos logements sociaux, nous avons 25% de nos locataires qui ont plus de 65 ans. Cet enjeu du vieillissement, du maintien au domicile, il a été également rappelé par nos présidentes, un enjeu fort qui occupe les bailleurs sociaux. Et pour cela, ils adaptent les logements au vieillissement, au handicap également. Et si on prend une année de référence de 2019, je crois que c'est 3500 logements qui ont été adaptés justement pour répondre à ces besoins, pour maintenir ces personnes dans leur logement le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions possibles. Ces travaux au service de nos aînés, c'est 11 millions par an en termes de travaux qui sont investis dans l'économie locale au service de nos entreprises. Et puis, ce n'est pas simplement adapter, c'est aussi construire des résidences autonomie. Donc, vraiment développer une offre spécifique qui réponde à ces enjeux essentiels de vieillissement et de maintien à domicile. Et puis, une aspiration aussi des Normands, qui n'est pas propre aux Normands, mais c'est celle d'accéder à la propriété. Et c'est une offre à part entière que l'accession à la propriété que proposent les bailleurs sociaux normands. Mais c'est une offre, une accession à la propriétaire qui est complètement sécurisée. Elle est sécurisée parce qu'il y a des garanties de rachat, des solutions de relogement, parce qu'il peut y avoir des accidents de la vie, des taux de TVA réduits, des financements préférentiels, et puis une gestion responsable des copropriétés. Or, quelques chiffres, parce que je vais quand même en rajouter un petit peu ou en rappeler. Également, dans le logement social, ces achats, le coût d'achat est inférieur de 24%, 25% que dans le parc privé. Et puis, un autre chiffre, sur cette année 2019 qu'on a pris de référence, ce sont environ 1200 logements qui ont été ainsi vendus en Normandie. Et puis une dernière information, en tout cas pour dire que oui, les bailleurs sociaux proposent des logements abordables, de qualité, mais un atout essentiel, un plus, c'est qu'il y a aussi des services qui sont associés, des services de proximité, une présence sur le terrain, une réactivité dans l'écoute, dans l'intervention, des services d'astreinte qui sont mis en place, je pense, sur l'ensemble des bailleurs sociaux, 24 heures sur 24, et puis des services un peu plus nouveaux qui se développent avec des espaces partagés, des véhicules partagés, voilà, toute une offre de services qui se met en place, et puis des équipes dédiées. C'est important, cette relation client pour les bailleurs sociaux, c'est primordial. L'humanisation du lien avec le locataire et donc des équipes dédiées qui accompagnent les locataires sur des démarches financières, administratives. Et je dirais que peut-être ceux qui en parlent le mieux, ce sont nos locataires, puisque d'après nos dernières enquêtes de satisfaction qu'on réalise vraiment de manière collective à l'échelle de l'ensemble des bailleurs sociaux normands, ce sont 83% des locataires qui recommanderaient leur bailleur à un proche. Voilà, encore quelques chiffres. Merci Ariane. À tout à l'heure pour d'autres analyses, d'autres chiffres. On en a donc la preuve maintenant.
vous logez, vous, le monde du logement social, les territoires, la Normandie telle qu'elle est, pour les plus jeunes, les moins jeunes, pour les actifs évidemment. Il y a cette envie, on le verra dans un film dans un instant évidemment chez les habitants, il y a cette envie aussi de devenir propriétaire chez les Français. Pour ceux qui vivent dans l'habitat social comme pour tous les Français, et vous les accompagnez. Et puis, très important également, je crois, il y a cet accompagnement de la transition démographique qui nous soucie tous. Il y a une vraie évolution de notre pays et de notre société à mener. Et vous êtes aux avant-postes. On le verra tout à l'heure peut-être avec encore plus de chiffres et avec nos partenaires du bâtiment. Vous, quel regard synthétique vous portez sur tous ces chiffres, vous la présidente ? J'en rajouterai pas déjà, je pense qu'on en a déjà assez. Mais on est effectivement toujours en accompagnement. Je pense que c'est véritablement ça qui fait la valeur ajoutée aussi de notre métier. C'est-à-dire qu'on n'est pas... on est au service de nos habitants, on est au service des territoires et donc on essaye de répondre au mieux possible et de manière la plus adaptée possible à ces différents besoins qui sont aujourd'hui présents, mais surtout aussi qui peuvent être ceux de l'avenir. Donc d'être toujours, quand on parle de l'innovation, on pourrait aussi parler d'anticipation et donc de raisonnement toujours. Emmanuel l'a dit tout à l'heure, la différence c'est qu'on raisonne dans le long terme. On est des partenaires de long terme et on envisage effectivement les choses dans le long terme. On construit pour 50, 60, 80 ans et donc forcément on se préoccupe toujours des besoins d'aujourd'hui. Bien sûr, on y répond et on accompagne les locataires, les habitants comme les collectivités aussi. Mais demain, comment on va pouvoir encore mieux faire notre métier, encore mieux être en réponse réelle et concrète, on va dire, aux besoins qui seront les nôtres dans 20 ou 30 ans. Christophe, je vous laisse vous nourrir de tout ça pour nous donner tout à l'heure un peu votre sentiment synthétique. On va s'adonner à un exercice maintenant que vous, l'élu, vous connaissez et que vous avez pratiqué il n'y a pas très longtemps, c'est le porte-à-porte. On va rentrer dans le... On va essayer de trouver... Comment vous faites pour le digicode d'ailleurs? Il faudra nous expliquer pour arriver à trouver la porte d'entrée, le code. On va faire pareil et puis on va prendre l'escalier et on va se promener dans les cages d'escalier de nos différents immeubles, parfois des maisons d'ailleurs également. On va se promener et puis on se retrouve ici avec un habitant célèbre après vous avoir retrouvé sur le terrain. On va chez les habitants à présent, chez vos habitants. Alors j'étudie les sciences de l'ingénierie du bâtiment à l'ESITC Caen, qui se situe sur le campus 2, juste à côté d'ici. J'habite à la maison de l'ingénieur à Éperon. Cette résidence étudiante se situe sur le campus 2 de l'université de Caen. Et tout près du centre commercial Carrefour Côte de Nacre. J'habite dans ce logement depuis fin août 2020. Avant, j'habitais dans une colocation dans cette même résidence et j'ai décidé de changer pour un studio individuel. Je suis très content de mon logement actuel. Il est assez grand pour moi, il fait 22 mètres carrés. Je me situe au 2e étage, j'ai une très très belle vue. Que dire d'autre? Oui, la configuration de l'appartement est très intéressante car on a une cuisine qui n'est pas solidaire de la pièce de vie et donc ça limite tout un tas de bruit et ça permet un grand gain de place. On a comme avantage un parking privatif en plus d'un petit espace vert au centre de la résidence qui nous permet de nous aérer et de sortir retrouver des amis. J'ai grandi dans un secteur pavillonnaire en périurbain. À la séparation de mes parents, il a fallu trouver un logement accessible financièrement au plus proche des services et des commerces. Nous avons eu la chance de bénéficier d'un logement à cette époque-là qui répondait à l'ensemble des critères, logement qui nous avait été attribué par un bailleur social. J'ai dû trouver un logement. Plutôt que de me tourner vers le Crous, j'ai fait le choix de venir vers les bailleurs. J'ai pu bénéficier d'un petit studio à quelques minutes de l'université, et chose exceptionnelle à l'époque pour un étudiant, avec une salle de bain dans le logement, ce qui faisait d'ailleurs la jalousie de mes collègues étudiants logés par le Crous à l'époque. Quels sont les avantages de ce logement? On peut bien meubler les pièces, c'est agréable, on a des belles chambres, tout, non? Est-ce que la surface vous convient? Oui, très bien. Oui. Est-ce que vous vous plaisez dans votre quartier? Oui, moi avec mes voisins, j'ai pas de problème. Est-ce qu'il y a suffisamment d'animation de quartier, de services de proximité aux alentours?
Est-ce que il y a suffisamment d'espace vert? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous manque ou pas dans le quartier? Non, l'espace vert, ça va. Bon, moi, je fais partie d'une association sur Bléville avec monsieur Dominique Prévost, l'association pour la promotion de Bléville. Donc, on fait les Saint-Fiac, on organise des manifestations pour faire bouger un peu notre quartier. C'est plutôt une bonne chose, ça. Est-ce que vous avez un service de proximité offert par votre bailleur? On a la gérante, madame Hollande, puis on la garde parce qu'elle est vraiment très très bien. D'accord. Rien à dire. Bon, on la garde alors. On la garde, avec plaisir. Bah oui, on avait un peu peur quand on n'avait plus de gardien, mais elle, franchement, Très bien. très bien. Ce qu'on nous demande, on C'est a fait. aussitôt. Ah oui. C'est Ça vient efficace. aussitôt. J'habite Grand-Quevilly, au quartier Eugène de la Croix, dans un appartement plutôt récent. J'y habite depuis un peu plus de 2 ans. Avant, j'habitais également à Grand-Quevilly avec mon père, une maison qu'on louait avec Quevilly Habitat. J'ai décidé de déménager pour prendre mon indépendance. Et du coup, je suis arrivée donc dans un appartement qui me plaît plutôt bien. Il correspond à tout ce que j'avais souhaité. Il est proche des transports, des commerces et du cinéma. Plutôt agréable avec un balcon. Dans mon quartier, je m'y plais beaucoup parce que c'est plutôt calme. Il y a des écoles, des jeunes, des familles, bref, une bonne ambiance. À côté de mon immeuble, il y a aussi un enclos où l'été, ils y mettent des animaux pour tondre la pelouse et créer du lien intergénérationnel. Et donc, moi, je commanderais plutôt bien Quevilly Habitat à un proche, car ils répondent toujours rapidement à toute question que je peux me poser. Et ils ont réussi à me trouver le logement avec les critères qui m'étaient importants. Donc, un ascenseur pour ma mère qui est en fauteuil et un balcon pour garder un petit extérieur ayant vécu toute ma vie dans une maison. Donc vous habitez à la résidence autonomie Guy de Maupassant à Gruchet-le-Valas depuis combien de temps? Depuis 2 ans et demi. Et vous habitiez où avant? J'habitais à un bon pays, à Rafto. À Rafto. Et donc du coup, est-ce que vous êtes satisfait de votre appartement, monsieur le maire? Très satisfait. Il est clair, tout bien lumineux, et je vois clair, même la nuit, il éclaire un peu. Et au niveau de la résidence, des activités? Les activités sont impeccables parce qu'on a des loisirs l'après-midi. On a le chant, on a la gymnastique et on a tous les petits jeux intérieurs dessins. D'accord. Est-ce que vous recommanderiez cette résidence à un ami, par exemple? Parfaitement, parce que vraiment, on est très bien. J'ai grandi à Évreux, dans le quartier de la Madeleine. J'y suis né, j'y suis resté jusqu'à l'âge de 15 ans avant de partir en centre de formation à Caen, où j'ai fait mes premiers pas en tant que professionnel, donc Caen, Lille, Lyon, PSG, Nice notamment, et j'ai fini à Amiens la saison passée avec le confinement. Donc effectivement, j'ai grandi dans un logement social. Je m'y suis fait énormément d'amis, beaucoup de connaissances, beaucoup de mixité sociale. J'ai appris des différentes cultures, l'amitié. Aujourd'hui, j'ai les mêmes amis qu'il y a 35 ans depuis ma première année à la maternelle à Romain-Roland à la Madeleine. Bonjour Mathieu, merci d'être avec nous. Merci d'être venu physiquement échanger avec nous et à distance pour tous ceux qui sont à travers la Normandie qui nous suivent. Et on a la chance de vous avoir un jeune retraité, messieurs, dames, puisque c'est du mois de juin, ça, c'est ça? Oui, tout à fait. Après le premier confinement, il y a eu l'arrêt du championnat professionnel, comme tout le monde le sait. Donc j'ai pris ma retraite sportive, on va dire, du monde du football. J'ai pris la décision fin mai, début juin, et puis derrière j'ai enchaîné dans une nouvelle carrière de consultant depuis quelques mois maintenant. Pour la chaîne Téléfoot, c'est ça? Tout à fait, malheureusement qui a fermé dimanche soir. Oui, j'ai vous dit, vous avez j'imagine déjà une suite. Ça se discute? Non, pas mal de projets. Maintenant, me reposer un petit peu. Voilà, c'était une super expérience, mais on est tous un petit peu tristes de la fin de cette dernière, parce qu'on n'est pas dépendant de certaines personnes qui ont pris des décisions bien au-dessus de nous, de l'arrêt de cette chaîne. Mais justement, peut-être que vous le vivez sereinement, on le voit là, il a 37 ans, pas 73, il a la retraite. 38 ouais. Oh pardon, 38 ans. Et si vous réagissez comme ça, peut-être avec un peu de philosophie, c'est que justement, grandir dans le quartier de la Madeleine, avec, vous le disiez, toujours aujourd'hui les mêmes amis, avec cet entourage, ça forge un caractère. Oui, bien sûr, c'est ce qui a fait en grande partie ma force pendant ma carrière jusqu'à aujourd'hui. Je suis quelqu'un qui ne stresse pas énormément. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de convictions, beaucoup de certitudes dans la vie dû à mon passé. Beaucoup de soutien aussi autour de moi, des amis qui ont toujours été présents dans les moments
positifs, mais surtout négatifs pour m'épauler. Peu importe la notoriété ou pas, qui ont toujours été là. Et c'est dû notamment à mon enfance, comme je disais dans cette petite vidéo. C'est vrai que j'ai le même cercle d'amis depuis plus de 30 ans quasiment. Donc voilà, c'est un plaisir de les avoir toujours aujourd'hui, peu importe les professions, peu importe où on habite. Aujourd'hui, chacun, on est toujours ensemble. Et vous y retournez dans ce quartier pour une équipe de football, pour des amis. Est-ce que vous vous souvenez l'endroit où vous avez tapé dans un ballon pour la première fois? C'était à Évreux? Oui, tout à fait, c'était à Évreux. Moi, déjà, toute ma famille est originaire d'Évreux. Mon père lui-même a grandi dans le quartier de la Madeleine, dans les premiers immeubles construits dans les années 60. Et moi, mon premier ballon, Romain-Roland, tout simplement, dans mon école maternelle, qui est située à 50 mètres de chez moi. Je n'étais pas trop loin de l'école, donc ça, c'est un des avantages quand on habite dans la HLM. J'entendais la sonnerie, j'allais à l'école. Comme ça m'évitait de me réveiller trop tôt le matin, mais c'est là où j'ai appris à jouer au foot. Et comme je disais sur la vidéo, le fait d'avoir beaucoup de gens qui sont autour de moi, tous passionnés par le sport notamment, a fait qu'on était sportifs tous, alors soit foot, soit basket pour la plupart, mais on avait toujours du monde, on avait une bande de potes qui étaient toujours prêts à faire du sport toute la journée. Quelle a été la place, à votre avis, du logement social dans la vie de vos parents? Puisque ce sont eux qui ont accédé au logement social, puis vous êtes arrivé avec eux. Est-ce que vous en avez parlé avec eux? Non, pas spécialement. Après, une place importante. Comme j'ai dit, mon père est un des premiers habitants de la Madeleine. Donc 20 ans avant que je naisse. On a vécu, pour sa part, une quarantaine d'années à HLM, avant qu'il, dû à sa carrière aussi dans le privé, puisse accéder à une propriété privée, justement. Voilà. Mais après, en tout cas, nous, c'est que des bons souvenirs. Peu de problèmes, voilà, beaucoup de plaisir, beaucoup de, comme je disais dans la vidéo, beaucoup d'entraide, beaucoup de mélange de culture, de mixité, que ce soit pour moi, que ce soit pour mes parents, que ce soit pour ma petite sœur, et beaucoup de points positifs à cette enfance. Comment vous poursuivez votre engagement aujourd'hui avec ce quartier? Avec l'associatif, évidemment. D'une part, l'associatif dans le milieu du sport avec le club de l'FC 27 qu'on a créé avec Bernard Mendy il y a 12 ans maintenant. Qui a été créé en 2009, donc on s'est engagé à aider les enfants, que ce soit à l'école et que ce soit au niveau sportif, pour les faire monter au maximum dans les deux compartiments. Et puis en ayant créé un collectif qui s'appelle Unis pour Évreux, notamment pendant le premier confinement. Je suis associé aussi à d'autres associations dans le quartier, donc que ce soit la MJC évidemment, que ce soit la JM, Solidarité citoyenne, Manche retroussée notamment aussi, c'est des différentes assos qui viennent en aide au niveau alimentaire notamment. Certaines viennent pour les papiers, certaines viennent pour la scolarité aussi. Donc on est dans différentes structures, on aide comme on peut, avec le temps, avec la notoriété, avec l'argent aussi, de faire un maximum de choses. Alors évidemment il y a moi, mais il y a aussi tous les sportifs de la ville qui sont derrière moi. Dans Unis pour Évreux, on est 37 dans ce collectif à avoir participé depuis plus d'1 an. Et là, la dernière opération, ça a été pour Noël, où on a offert 300 cadeaux pour les enfants, notamment, pour que les enfants un petit peu en situation un petit peu compliquée dans leur vie puissent avoir un Noël comme les autres. On ne va pas gommer tous les soucis qu'il peut y avoir aussi dans ces quartiers comme la Madeleine. Et est-ce que justement d'avoir des exemples comme vous, parce qu'on se limite, parfois on se dit j'habite dans un quartier, jamais je vais pouvoir m'en sortir, jamais je vais pouvoir réussir. D'avoir quelqu'un comme vous, d'abordable, est-ce que ça peut les aider, votre exemple? Je pense que mon exemple est tant d'autres, parce que de ma génération, il y a Bernard Mendy notamment, Alexandre Ruiz qui travaille sur Bein Sport et ainsi de suite. Je pense que ces exemples ont fait qu'aujourd'hui, on est plus de 30 ou 40 sportifs professionnels. Alors foot, basket, masculin, féminin évidemment. Parce que la plupart des enfants se disent que dans notre quartier, il y a beaucoup de sportifs et il y a une possibilité d'y arriver. Maintenant, nous, ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est de leur montrer aussi d'autres voies. Évidemment par la scolarité, mais de dire... On avait fait un match, par exemple en 2009, on avait fait Évreux Foot Live, pareil, j'avais organisé un événement. Le but, c'était de dire, voilà, on peut s'en sortir par le sport, par la musique, toutes ces choses-là. Mais on avait voulu mettre en avant tous ceux qui avaient créé des sociétés. Alors, ça partit du plombier, de l'avocat, du gestionnaire de patrimoine, peu importe. Des gens qui étaient partis à Dubaï, d'autres aux États-Unis qui avaient créé leur société. Ils étaient revenus à Évreux ce jour-là en disant, voilà, et sur le maillot, en fait, c'était écrit leur profession. C'était que des patrons d'entreprise pour dire, voilà, on peut être issu d'un quartier, entre guillemets, difficile, de HLM comme vous voulez, mais il n'y a pas que le sport. Il y a d'autres situations aussi, il y a d'autres solutions dans la vie. On a beaucoup de gens qui ont fait des grandes études. On a eu des présidents de clubs de foot, on a eu des gens qui travaillent à la télé, on a Olivier Delacroix qui fait des reportages par exemple sur France 2 notamment, qui sont issus d'Évreux. Et l'important c'était de dire voilà, il y a différentes issues. Le tout c'est d'avoir des objectifs et de ne pas dire qu'on est condamné à l'échec dès le démarrage.
Merci beaucoup d'être venu nous rendre visite. Je ne résiste pas à une dernière question, excusez-moi, mais vous avez joué à Caen, hein, je crois. Oui, tout à fait. Vous avez regardé le match hier face au Paris Saint-Germain. Ils auraient dû le faire jouer ou pas, Neymar, à votre avis? Alors, le grand débat de la journée, c'est fallait-il le faire jouer à quelques jours d'une échéance importante? Alors après, c'est toujours la même question. Après, ça va tomber sur l'entraîneur, c'est lui qui prend les derniers choix. Mais je veux dire, si c'était pas blessé hier, peut-être qu'il serait blessé samedi contre Nice en championnat parce que le PSG a besoin de points. Ça fait partie du sport, malheureusement. Des fois, ça passe, des fois, ça passe pas. Le problème avec Neymar, c'est que ça lui arrive souvent avant le premier match de février en Champions League, tous les ans. Voilà, c'est de la malchance pour ce club-là depuis quelques années, depuis qu'il est là. Mais hier, ça aurait pu très bien se passer. Et comme j'ai dit, il peut se blesser aujourd'hui en entraînement ou demain en entraînement, quoi. Merci Mathieu, merci d'avoir été avec nous. À bientôt sur une autre chaîne de télévision, sur d'autres radios. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser à la Madeleine ou ailleurs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne fin de journée. Renforcer les liens sociaux, c'est ce que vous venez de nous expliquer. On va voir en images comment ça se passe dans la métropole rouennaise et à Saint-Étienne en particulier. Voilà comment ça se passe au foyer Stéphanais. Et alors ça tombe bien car nous avons dans son bureau Franck Ernst, le directeur général qui nous rejoint. Bonjour Franck. Bonjour Michel. Alors, il y a un peu d'écho, ravi de vous voir. Vous êtes venu apporter votre pierre à l'édifice cet après-midi. Ce lien social, comment vous le tissez petit à petit, vous au foyer Stéphanais? Déjà, je voudrais dire que le foyer Stéphanais illustre l'activité de l'ensemble des bailleurs. Nous ne sommes bien sûr pas les seuls à avoir ce type d'action. Et en fait, donc je ne souhaiterais pas parler au nom du foyer Stéphanais, mais plutôt au nom de l'ensemble de mes confrères, puisque nous faisons tous cela. Et finalement, je dirais que ce qu'on a vu dans ce petit film, c'est ce qui différencie les bailleurs privés des bailleurs sociaux, à savoir globalement ce qu'on pourrait appeler notre utilité sociale. Ce qu'on souhaite, c'est pouvoir redonner quelques perspectives au public qui est le plus en difficulté avec l'accès vers l'emploi. Ce sont pas des sujets innovants pour la profession, hein, puisque si je reprends l'insertion par l'économique, ce sont des sujets que pour certains d'entre nous traitons depuis 1993. On a commencé à adosser des clauses d'insertion dans nos marchés de travaux en 1993. Et bien évidemment, tout ça, on ne le fait pas seul. Notre présidente tout à l'heure évoquait les parties prenantes, que sont notamment le monde associatif, les collectivités locales et bien sûr les habitants. Merci beaucoup Franck Ernst, en direct du foyer Stéphanais à Saint-Étienne-du-Rouvray dans la métropole rouennaise. On va rester dans la métropole et puis on va regarder aussi ce qui se passe dans les autres territoires. Comment vous envisagez, vous, ces relations? Quel regard vous portez sur ces habitants que nous avons croisés, sur Mathieu qui est resté avec nous quelques instants et le rapport qui existe avec le logement social? Christophe Bouillon. Pour le dire simplement, j'ai l'impression que toutes les routes mènent au logement social. C'est souvent le premier logement de la vie. Et ça sera, à mon sens, et on l'a entendu tout à l'heure dans les propos des deux présidentes, aussi le dernier logement de la vie. C'est un lieu d'innovation, c'est au croisement de la vie. C'est souvent aussi des histoires personnelles qui se greffent à tout cela. Moi, je n'oublierai jamais d'être né Cité Verte à Canteleu, dans un quartier d'habitat social, tout comme je n'oublierai jamais d'avoir été maire de cette ville pendant 13 ans.
et d'avoir eu la chance de travailler avec 8 bailleurs sociaux à la transformation de cette ville. Ce qui aurait pu être une difficulté, le fait d'être l'élu d'une ville de 63% de logements sociaux, c'est-à-dire une des villes qui en compte le plus quasiment à l'échelle du département, a été finalement une chance de pouvoir transformer l'habitat, les quartiers, l'image même de la ville, à travers des beaux exemples aussi, parce que ce que disait tout à l'heure Mathieu est important, c'est-à-dire que ce sont des morceaux de nous-mêmes qu'on n'oublie pas, et qui nous ont aidés à nous construire, quelque part. Ce sont des amis d'enfance qu'on ne quitte pas. Ce sont des expériences aussi qui nous nourrissent dans les épreuves qu'on peut traverser dans la vie. Et puis, il y a une certaine fierté aussi de pouvoir se dire à un moment ou à un autre, quand on a réussi, eh bien, on n'oublie pas d'où on vient. Et je crois que c'est ça qui est important aussi. C'est vrai que le chiffre qui était un habitant sur 6, eh bien, c'est un chiffre qui, derrière cela, a une réalité humaine, une réalité de chair et d'os. Et je crois que c'est ça qui est important. Pourquoi Emmanuel Causse le disait tout à l'heure, on voit qu'il y a malgré tout, le tableau n'est pas complètement rose, parfois des freins, des difficultés. Parfois des personnes qui refusent, à côté de chez eux, qu'on bâtisse un collectif, un habitat social. Parfois, il y a dans des communes des réticences, elles peuvent exister. Mais je crois que grâce à l'innovation, grâce à l'image aujourd'hui qui est celle du logement social, on peut desserrer ces freins, dépasser ces obstacles. Je le dis pourquoi ? Parce que, là aussi de façon assez simple, toutes les transitions qu'on vit aujourd'hui, la transition numérique, la transition démographique, la transition écologique ou la transition démocratique, eh bien, il y a un point de rencontre, c'est le logement, et notamment le logement social, qui est un champion aujourd'hui du digital, qui est un moyen aussi de maintenir plus facilement des personnes âgées dans leur logement, qui est un champion également de la transition démographique. Il y a dans le logement social des labels seniors qui sont exigeants et qui montrent que les bailleurs sociaux ont fait vivre aussi, ont fait vieillir en quelque sorte leurs locataires et apportent des solutions. Et puis sur l'écologie, là aussi les chiffres sont parlants. S'il y a un secteur dans lequel on va le plus vite possible dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est bien le logement social. Et d'ailleurs, si on prenait exemple sur ce qui se fait à travers les bailleurs sociaux, je pense qu'on réussirait à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Enfin, sur la transition démocratique, et on l'a vu aussi à travers des exemples de vie sociale, eh bien, il se passe des choses dans les quartiers, des choses positives. Et il faut insister sur les choses positives, parce qu'on souligne toujours ce qui va mal, mais ces choses positives permettent à des personnes de faire vivre le lien social. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, notre grand témoin, c'est Christophe Bouillon, maire de Barentin en Seine-Maritime. Et également, et c'est là que vous parlez au nom de tous les maires des petites villes de France, vous êtes le président de l'association de ces petites villes françaises. On a une question qui nous arrive, elle concerne... Alors vous pouvez à tout moment nous envoyer des questions, faire des commentaires sur... YouTube, vous nous regardez, et juste en dessous, vous n'hésitez pas à nous laisser un petit mot. Dès que vous avez une question, une interrogation ou une remarque, je vais peut-être me tourner vers vous pour cette question, Valérie Mespoulès. Y a-t-il, on parlait de la transition il y a un instant de ces seniors, y a-t-il des logements pour les seniors dans tous les départements ? Est-ce qu'on peut les loger ? Alors à la question, y a-t-il des logements seniors dans tous les départements ? Oui. Tous les bailleurs sociaux ont réfléchi à des solutions. Alors elles sont diverses là aussi, puisque c'est pas le senior n'a pas un besoin en tant que tel. Il y a beaucoup de besoins pour chaque cas qui est différent. On le verra tout à l'heure peut-être dans 2 ou 3 exemples qui vous seront présentés. On travaille en lien avec les services sociaux, avec des EHPAD aussi pour avoir des services mutualisés. On peut adapter notre patrimoine aux seniors. On peut aussi faire des résidences seniors ou des résidences intergénérationnelles. Donc on développe une palette qui effectivement est extrêmement large, avec toujours effectivement le fait que ce soit à loyer abordable, puisqu'on est véritablement sur ces populations modestes ou qui effectivement ont un besoin à un moment donné d'accompagnement. Est-ce qu'on peut loger tous les seniors ? Non. C'est pas l'objectif non plus, mais c'est effectivement de répondre au mieux aux besoins qui s'expriment.
On essaye déjà dans nos patrimoines où on est, alors Ariane disait tout à l'heure 25% de nos locataires sont des seniors. Dans un certain nombre de territoires, le pourcentage est beaucoup plus élevé que ça. Mathieu disait tout à l'heure que dans des logements, les personnes pouvaient y vivre 20, 30, 40 ans. De fait, on a beaucoup aussi travaillé sur l'adaptation de nos logements et des logements du parc, parce que ces personnes-là, nos locataires ne veulent pas changer d'environnement. On travaille sur le logement, mais aussi sur l'environnement et sur les habitudes de vie des gens. Donc on fait dans la dentelle en fait. Alors je reprends ce que Christophe disait, nous sommes exemplaires. Moi je suis ravie qu'il ait identifié ce terme-là. On essaye de l'être dans le cadre de ces parcours de vie et jusqu'au bout de la vie. Donc pas tous les seniors, mais ceux qui ont un besoin identifié dans notre parc ou un besoin d'habitat abordable, on essaye effectivement d'y répondre. Merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions, Valérie et tous ceux qui sont là autour de nous peuvent vous répondre. Vous n'hésitez pas à poser ces questions dans les commentaires de cette diffusion YouTube. Et l'on va poursuivre. Merci beaucoup une nouvelle fois, Mathieu, d'être venu jusqu'à nous. Continuez. À bientôt à la télévision, je le disais, à la radio. À bientôt à la Madeleine. Et merci d'être venu témoigner joliment de la vie à Évreux. Merci beaucoup encore. Merci à vous. Merci à tous. Merci. Jingle, oui. Les HLM aménageurs du territoire, inscrits dans la transition environnementale et partenaires des collectivités. On en disait un mot à l'instant avec notre grand témoin. Avec des chiffres, ça donnerait quoi? Alors, j'en ai pas de chiffres cette fois-ci. Non, il y a des données. C'est juste pour vous embêter, pour vous refaire reprendre le fil. Non, effectivement, dans cette deuxième partie, c'est donner à voir de cette mission d'aménageur du territoire, peut-être moins connue, mais on va le découvrir à travers des images et des films tout à l'heure, mais quand même quelques chiffres. Alors, les bailleurs sociaux normands, effectivement, c'est une chaîne de savoir-faire, une chaîne de compétences. On en a évoqué certaines déjà. C'est 50 bailleurs, Valérie Mespoulès le disait, sur 1200 communes. En termes d'attribution, c'est 33 000 attributions qui sont tout de même réalisées chaque année. Des logements qui sont déjà construits, c'est plus de 320 000 logements. On continue à construire 3 500 logements chaque année. Donc voilà, c'est construire, c'est gérer, accompagner, soutenir, accompagner la proximité. Et puis surtout, c'est construire, mais dans la durée. Les bailleurs sont des opérateurs qui construisent, mais qui ne vendent pas et quittent les territoires. Ils restent aux côtés des collectivités, et cela pour des décennies sur le long terme. Quelques chiffres quand même, donc c'est... Je vous voyais impatient, j'y viens. Ces stratégies justement au long terme permettent qu'aujourd'hui, dans notre parc de logement social, on arrive à une part de logements énergivores, ces fameuses passoires énergétiques EFG, qui ne sont plus que de 24%. C'est encore du travail, on continuera à le faire. Mais si on compare au parc privé, c'est 42% de ces logements énergivores qui sont présents dans le parc privé. Et si, pour faire une référence quand même à cette loi climat qui prévoit qu'en 2028, les étiquettes seulement F et G ne pourront plus, ces logements ne pourront plus être offerts à la location. Sur ces deux étiquettes-là, ce sont 7% dans le parc social seulement. Donc c'est effectivement, on continue à travailler, mais le résultat de ces stratégies où on réhabilite, on entretient, et ce sur le long terme. Donc des logements énergivores, mais quand même 130 000 logements qui sont les logements des étiquettes les plus performantes, les étiquettes A, B et C. En 2 ans à peine, sur ces logements les plus énergivores, on passe de 40% à 20% et à contrario, une courbe pour les logements les plus performants qui grimpe assez fortement sur des périodes très courtes. Je disais tout à l'heure, mais on l'a tous évoqué, je crois, c'est que on produit des logements de qualité, abordables, et
quand on fait ça, on soutient le pouvoir d'achat des locataires et je crois que en même temps, en construisant ces logements de qualité, on soutient aussi la préservation de la planète. Et donc, au-delà de ces bâtiments performants, on a aujourd'hui 64 000 logements en Normandie qui sont alimentés en énergie renouvelable. C'est un logement social sur 5 qui est donc relié en énergie renouvelable ou au chauffage urbain. Et toujours pour ces chiffres qui reflètent cette attention portée à l'environnement, c'est plus de 10 000 logements qui sont aujourd'hui labellisés BBC. Donc je crois qu'en chiffres, j'y suis arrivée, mais j'ai très peu développé en fait la partie aménageur qui était la partie principale de cette séquence, mais c'est parce qu'elle va être largement illustrée en images. Avec un joli film que nous regardons dans quelques instants de partie. Et puis on aura quelques directeurs généraux qui viendront évoquer justement les valeurs, ce qui les anime au quotidien dans ces projets très innovants. En particulier, j'ai retenu des factures de chauffage extrêmement réduites pour certains ou certaines dans quelques petites minutes. Mais d'abord, c'est l'heure de Valérie Mespoulès, puisque après Ariane, c'est toujours Valérie. Ça j'ai retenu. Pour nous dire un petit peu au-delà des chiffres, l'avenir, ce que vous voyez, ce que vous retenez de tout cela et quelle envie cela vous donne, quelle énergie. Vous avez déjà pris des habitudes, je vois. C'est ça, moi je prends des habitudes, vous savez. Voilà, on essaie d'être innovant aussi, on peut des bonnes routines et des bonnes routines. Au-delà des chiffres, ce qu'on disait tout à l'heure, alors je vais essayer de faire très court parce que c'est les témoignages qui sont les plus importants et puis surtout qui montrent les choses de la meilleure manière. Mais on essaye effectivement d'être exemplaire. Je reprends ce terme puisqu'on on a des missions de service public, on a des missions d'intérêt général. On est au cœur effectivement de cette responsabilité citoyenne et donc de l'ensemble de ces responsabilités environnementales citoyennes. Voilà, toujours la même chose au service de nos territoires et au service des besoins des habitants et de la planète maintenant effectivement plus généralement. Mais peut-être place au projet des images. Les bailleurs qui sont avec nous, qui nous regardent aussi, les politiques sont là. J'ai envie de vous dire, eh bien, suivez l'exemple, les bons exemples, quelques-uns en tout cas sont là. Christophe Bouillon, vous allez retrouver des communes qui sont toutes proches de la vôtre, d'ailleurs, de Barentin. Je vous propose de regarder la première partie de ces projets qui sont aboutis, qui sont là et que nous allons presque toucher du doigt. La mission première du logement social, c'est de rendre accessible à tous le meilleur de l'habitat. Les Noé, ce n'est pas juste une résidence. C'est un quartier dans lequel on trouve évidemment du logement, mais avec le logement, une crèche, une halle, de l'horticulture biologique, des espaces publics partagés, qui ne sont pas simplement ceux de la résidence des Noé, mais bien de toute la dimension urbaine. Composée de 98 logements passifs, alimentés par une chaufferie collective au bois, cette opération écologique et solidaire, implantée sur 5 hectares, est aménagée pour permettre une gestion raisonnée des circulations, des végétaux et des eaux. La résidence Alizari, au cœur de Malonnais, est un bâtiment à énergie positive doté d'équipements et de services partagés. Labellisée Passive House, elle produit 2 fois plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Les charges de chauffage ne sont que de 15 € par mois pour un T3. Fruit d'une réflexion étroite entre Habitat 76, la ville et les futurs habitants, la résidence offre à ses 31 locataires une grande qualité de vie. Potager, espace végétalisé, laverie, espace de lecture et de jeu, chambre d'amis et voiture électrique partagée, autant d'espaces de vie collectifs porteurs de convivialité. Aujourd'hui, avec 100% de ses locataires satisfaits, on peut dire que les objectifs fixés lors de la conception de cette résidence nouvelle génération sont atteints. Cette maison des internes répond à un besoin de l'hôpital d'Alençon, augmenter la capacité d'hébergement de son jeune personnel, et cela dans des logements confortables et adaptés à leurs besoins. Suite à la libération d'un bâtiment proche de l'hôpital, le département a proposé de l'adapter pour répondre à cette demande. Ornhabitat a donc acquis puis transformé ce bel hôtel particulier en une maison des internes, composée de 18 chambres, 3 studios, avec espace commun, parking et jardin.
Le projet mené avec l'hôpital et le département a permis d'accueillir ses premiers locataires dès 2017. Face aux besoins croissants de l'hôpital, une seconde maison des internes est en préparation. À 2 pas de la première, elle accueillera également des élèves infirmiers. Doté de 23 logements, ce foyer situé en centre-bourg de Carentan-les-Marais vient d'ouvrir ses portes afin de faciliter l'installation de jeunes travailleurs, étudiants ou apprentis. Pour ce projet partenarial avec la commune, Manche Habitat a réhabilité, avec des entreprises locales, 2 anciens bâtiments désaffectés et construit une partie neuve. Avec un loyer inférieur à 200 €, ces grands studios meublés et confortables sont tous dotés d'une salle de bain et d'équipements modernes. Ces jeunes bénéficient d'un local vélo, d'une laverie, d'une salle commune et conviviale, d'une cour et de la présence d'un éducateur en charge de l'animation du foyer. Si tout cela vous inspire des réflexions, des commentaires, surtout n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça sur le diffuseur YouTube. Vous allez mettre votre petit message, votre question et elle arrivera jusqu'à moi. Dans quelques instants, on reviendra à Malonnet, à Val-de-Reuil, mais je vous propose de poursuivre la visite de nos projets innovants, nos projets de bailleurs. Ces 13 maisons individuelles destinées à l'accession sociale à la propriété sont situées au Havre. Elles sont intégrées au cœur d'un nouveau quartier de 102 logements, dit les Venelles, projet initié en 2013 par Logéo-Seine. Fruit d'une concertation et d'un travail itératif avec architectes, paysagistes et la ville du Havre, ce nouveau quartier offre une vraie qualité de vie grâce à des aménagements extérieurs paysagers qui favorisent rencontres et dialogues entre les habitants. Lors de la phase de conception, un soin tout particulier a été apporté à la qualité d'aménagement de ces maisons, avec notamment des espaces de télétravail et des séjours bien orientés, lumineux et ouverts sur le jardin. Ces maisons BBC ont été réalisées avec des matériaux modernes et élégants de grande qualité, tels que la brique et le zinc. 100% des maisons ont été commercialisées en 3 mois. À Caen, cette résidence intergénérationnelle propose à la location 103 logements, du T1 au T5, destinés prioritairement aux seniors, aux jeunes familles et aux étudiants. Tous les logements disposent d'un balcon ou d'une terrasse et d'une double exposition. Conçus en haute performance énergétique, les logements apportent un meilleur confort et une maîtrise des consommations. Les logements sont également connectés, permettant ainsi une gestion à distance des volets et du chauffage. Depuis le début de ce projet, les habitants, accompagnés par des professionnels, sont co-concepteurs de la résidence, des appartements, des espaces communs et des services partagés. Convivialité, solidarité, partage, service, démarche participative. Avec ce projet, Caen la Mer Habitat propose aux habitants de vivre en phase avec leurs valeurs, leurs envies et de devenir ainsi pleinement acteurs de leur cadre de vie. Alors aujourd'hui, on est réunis avec l'ensemble des équipes de Bouygues, d'Immobilier Bassène et de tous les partenaires de nos projets pour assister à l'impression 3D d'un bâtiment qui en l'occurrence est le futur espace d'accueil des locataires sur notre résidence de Lattre à Harfleur. Voilà quelques exemples à suivre, certainement. On y reviendra avec vous, Valérie Mespoulès. Mais d'abord, en principe, nous sommes en contact avec Peggy Habert, la directrice générale de Siloge. Bonjour, vous êtes en train de vous connecter, parfait. Avec elle, on sera de retour sur Val-de-Reuil. Mais d'abord, j'en profite, Valérie, puisque vous êtes là, vous êtes la directrice générale de Caen la Mer Habitat, je ne l'oublie pas. Et on a vu l'un de vos projets il y a quelques instants. Ce serait quoi, vous, les valeurs, vos savoir-faire prioritaires sur ce projet-là? Ce que vous avez voulu démontrer? Mais c'est de prendre en compte la maîtrise d'usage. On a l'habitude d'avoir des maîtres d'œuvre qui conceptualisent des bâtiments, notamment alors les architectes et puis l'ensemble des partenaires de maîtrise d'œuvre. On est nous-mêmes maîtres d'ouvrage.
On a un certain nombre de travaux en amont avec les collectivités, avec d'autres partenariats, mais on oublie des fois qu'il serait pas mal de temps en temps aussi d'intégrer ceux qui vont y habiter dans la conception même de leur logement et de leur environnement. Et c'est le pari qu'on a fait dans cette résidence, c'est de faire en sorte que la vie collective de la résidence soit portée par les habitants eux-mêmes. Et donc on a intégré dans les phases amont cette maîtrise d'usage pour voir comment ils pourraient concevoir leurs espaces communs, leur vie commune, leur animation éventuelle, et porter des valeurs de solidarité, puisque c'est une résidence intergénérationnelle où il y a la moitié des logements pour des personnes âgées, et puis de l'autre moitié qui est pour des familles. Et ça fonctionne puisque donc ça a duré 1 an, hein, les ateliers que vous avez vus, 1 an avant la livraison des logements. Ces logements sont livrés, alors ont été livrés en 2 tranches, mais depuis quelques mois maintenant pour les derniers. Et donc les espaces communs, il y a un jardin partagé qui est porté par les habitants, il y a des animations, des ateliers, des cours de yoga, enfin, etc., etc. Et tout ça par les initiatives des habitants. Donc voilà, donc c'est vraiment de travailler à l'amélioration de leur cadre de vie, à l'amélioration aussi de la cohabitation, parce qu'ils se connaissent et parce qu'ils s'impliquent et qu'ils s'engagent aussi dans leur résidence. Je vous propose d'aller à Maloney en quelque sorte maintenant parce que Éric Gimert, lui, est avec nous. Vous êtes directeur général d'Habitat 76. On a vu il y a quelques instants. Et nous sommes avec Christophe Bouillon également. Christophe, vous étiez certainement encore député en Seine-Maritime à l'époque de l'inauguration. Vous vous en souvenez? Je m'en souviens parfaitement. Il y avait aussi Emmanuel Cos, mais comme ministre du Logement, qui était venu avec Habitat 76 pour une belle inauguration et pour l'exemplarité justement de ce qui a été conçu en commun entre un bailleur, une ville et aussi des habitants qui aujourd'hui prennent pleinement possession de ce beau résultat. Éric Gimert, bravo pour ce projet, cette réalisation. Ce serait quoi les valeurs, vous, qui vous stimulent et qui incarnent ce projet en particulier? Bonjour, heureux d'être avec vous. Donc l'opération de Maloney, c'est vraiment une opération partenariale qu'on a menée avec la ville. Et ça, c'est très important pour les bailleurs de correspondre aux attentes des élus locaux. Et donc, elle correspondait tout d'abord à faire d'un ensemble immobilier construit en maquette numérique. Donc, c'était un des premiers projets full BIM et qui était pilote tant en termes énergétiques, comme vous l'avez entendu, 15 € de charge de chauffage pour les logements, tant en termes de services qui se sont concrétisés sur un délaissé de foncier qui appartenait à une RPA gérée par la ville de Maloney, dont Habitat 76 était propriétaire. L'autre élément, c'était aussi de mutualiser une chaufferie qui était sur site, donc dans la RPA, et qui a permis d'alimenter notre groupe immobilier de 31 logements. Et enfin, de tirer les enseignements de tous les services que nous avons déployés sur ce secteur pour voir comment nous pourrions les dupliquer sur d'autres résidences de notre patrimoine immobilier. Merci beaucoup de votre témoignage et de nous avoir rejoints quelques instants. Christophe Bousco est-il des nôtres, directeur général d'Orne Habitat. C'est une maison des internes, voire même 2 maisons des internes que nous avons vues il y a de cela quelques secondes. Christophe Bousco, bonjour. Oui, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Je vous entends, ce n'est que du bonheur. Alors vous, vos valeurs, vos savoir-faire. Merci de votre accueil et merci de parler de l'Orne, ce département rural qui fait face à une situation démographique médicale préoccupante. Et donc, effectivement, avec le conseil départemental et le centre hospitalier d'Alençon, qui ont initié une politique visant à attirer des étudiants en médecine, des internes ou des professions médicales au sens large, nous avons identifié avec eux un besoin important de logement. Et donc, naturellement, Orne Habitat s'est positionné pour trouver une solution à ce besoin identifié. Et nous avons pu racheter un ancien foyer logement à la ville d'Alençon et proposer donc au centre hospitalier, à 250 mètres à peu près de l'entrée de l'hôpital, d'y installer une deuxième maison des internes, puisqu'effectivement, les images que nous avons vues tout à l'heure permettaient de voir le premier projet qui a été réalisé. Alors là, pour le coup, à 50 mètres de l'entrée. Et donc, ce seront 48 logements, un espace multimédia, une salle de sport, une cuisine équipée avec un espace restauration qui seront mis à disposition fin 2022
des étudiants en médecine et plus largement des professions médicales suite aux travaux de restructuration de ce bâtiment qui, donc un projet de 3,5 millions qui est financé en PLS résidence étudiante. Et ce sera notre office Ornhabitat qui gérera l'intégralité de cette résidence pour laquelle l'hôpital prendra en charge une partie des loyers. Merci beaucoup Christophe Bousquot. Cédric Lefebvre, enfin, est avec nous, le directeur général d'Immobilière Bassène, le roi de l'imprimante 3D cet après-midi à Harfleur. Bonjour. Bonjour. En quelques secondes, 3-4 mots pour définir ce projet qui est très particulier, très actuel, voire même c'est le futur. Tout à fait, c'est un projet en fait qui allie le numérique, puisque ces bâtiments sont conçus en BIM, et l'innovation, puisqu'il s'agit en fait, à partir d'une maquette numérique, d'imprimer un bâtiment avec un robot, comme vous l'avez vu sur les images, et l'innovation est là. C'est un point important. Vous parliez de valeur tout à l'heure. Je crois que c'est une valeur forte du logement social. C'est une valeur historique du logement social au cours du XXe siècle. La plupart des innovations dans le bâtiment se sont faites grâce au logement social. Et cette opération d'impression 3D montre que les organismes de logement sociaux vont continuer et doivent continuer à jouer un rôle déterminant dans cette politique d'innovation, puisque sur les 3 opérations d'impression 3D réalisées en France, la totalité ont été réalisées par des organismes de logement social. Après, il ne s'agit pas d'innover pour innover. Cette innovation d'impression 3D, c'est une vraie technologie de rupture dans le monde du bâtiment. Une technologie de rupture, ça veut dire qu'on se donne les moyens de faire baisser les coûts de construction des logements. Donc voilà, c'est une innovation, mais qui doit faire sens pour les collectivités, pour les organismes, pour les habitants, en produisant des logements moins chers. Merci beaucoup pour ce témoignage et imprimante 3D avec lesquels on fait plein de choses aujourd'hui. Regardez, ce petit pince-nez que nous avons sur le nez a été fabriqué, il est là, il est ouvert, avec une imprimante 3D qui tourne à plein régime en ce moment en Seine-Maritime avec des produits biosourcés. On peut faire des choses extraordinaires et en plus respecter la nature. Qu'est-ce que ça vous inspire au-delà de mon pince-nez, Christophe Bouillon, vous, le maire d'une commune de Seine-Maritime, Barentin, et président de l'association des petites villes de France, tout ce que nous avons vu là? Derrière le mot aménagement du territoire, qui a été prononcé tout à l'heure par Yann et Valérie, en fait, il y a aujourd'hui un enjeu qui est celui de l'attractivité, et notamment pour les petites villes et les villes moyennes, qui a été accentué d'ailleurs par la crise sanitaire, où on voit venir aujourd'hui, ou revenir, des habitants dans nos territoires. Et si on veut gagner le pari de l'attractivité, on doit jouer cette carte avec le logement social qui fait preuve d'innovation. Parce que ce qui attire aussi ces nouveaux publics, c'est pas simplement la recherche d'un cadre de vie un peu différent, sans doute s'extraire aussi des grandes métropoles avec un certain nombre de difficultés et échapper à la promiscuité des logements, mais c'est aussi de retrouver du sens. Et ce qui est intéressant dans les exemples qui viennent d'être montrés, c'est qu'il y a du sens à chaque fois. Comme le disait tout à l'heure Valérie, il y a de la valeur. Mais la valeur, c'est aussi le sens aujourd'hui qu'on donne à tout ce qui est fait. Et je crois qu'il y a aussi une fierté pour des habitants aujourd'hui de se dire, eh bien, je vis dans un logement qui consomme moins. Mais je vis dans un logement qui a été fabriqué d'une façon exemplaire, par exemple avec une imprimante 3D. Eh bien, je vis dans un logement qui contribue à l'intergénérationnel. Eh bien, je vis dans un logement, etc., etc. Je crois que c'est ça qui est important aujourd'hui. Il y a une recherche de sens et le logement social répond à cette recherche de sens et nous aide, nous, les petites villes, à jouer la carte de l'attractivité. L'attractivité. Alors justement, à présent, le temps d'un petit jingle, nous allons voir comment les HLM sont créateurs de dynamisme économique au cœur des politiques d'attractivité. Tout cela évidemment grâce à cette étude Delphi qui nous accompagne et Ariane Massière qui s'en fait son porte-parole pour nous expliquer un petit peu chaque point. On s'arrête donc sur les aspects économiques à présent. Effectivement, donc tous les projets effectivement qu'on vous montre depuis tout à l'heure, tous ces logements, effectivement, c'est de l'investissement au service de l'économie régionale. Alors je vais être assez courte et alors là pour le coup que des chiffres. Mais des chiffres importants, c'est près de 900 millions d'investissements qui sont faits chaque année par les bailleurs au profit de l'économie régionale. Alors les chiffres évoluent, on ne vous ment pas, c'est que simplement on a sur ces 900 millions
spécifiquement 760 millions qui sont dédiés à la filière du bâtiment. On a ensuite plus de 100 millions qui profitent à cette filière de maîtres d'œuvre, bureaux d'études, de frais de conception. Un autre chiffre important aussi sur ces 900 millions d'investissements, on parlait de l'importance de l'entretien du long terme. C'est 433 millions qui sont dédiés exclusivement à l'entretien et à la réhabilitation. Donc c'est dire le poids, l'importance qu'on a d'entretenir ces bâtiments et de les rendre performants. Un autre chiffre encore sur ces investissements, c'est 93% des dépenses qui sont réalisées par les entreprises locales. Donc c'est vraiment un investissement au service de l'économie régionale et je pense que c'est particulièrement important à souligner aujourd'hui. Pour l'impact sur l'emploi, donc je vous ai peu de chiffres, mais ceux-là qui comptent tout particulièrement, c'est 5000 emplois directs. Donc 5000 emplois, c'est 5000 salariés qui sont chez nos 50 organismes de logements sociaux. Et puis également, une préoccupation, c'est d'accompagner les jeunes vers l'emploi. Donc on a fait une petite enquête pour voir un petit peu ces chiffres-là. Sur l'année où actuellement, je crois que c'est 112 alternants qui sont accueillis par les bailleurs sociaux en ce moment. Et sur l'année 2019, une année un petit peu plus classique en termes d'ambiance, je dirais, c'est 280 stagiaires qui sont accueillis également chez les bailleurs sociaux. Toujours en termes d'emploi, et un dernier chiffre, on parlait tout à l'heure de 767 millions au profit de la filière BTP. C'est en termes d'emploi 12 000 ETP créés ou maintenus dans cette filière spécifiquement. Voilà pour ce volet économique. Merci beaucoup Ariane. Des emplois bien évidemment par définition qui ne sont pas délocalisables, ça c'est une évidence. Et puis un partenariat nécessaire avec le monde du bâtiment. Valérie Lespoulès, vous travaillez avec la Fédération française du bâtiment. Alors, on travaille effectivement avec la Fédération française du bâtiment et 2020 a été une année particulière. Alors du fait de la crise sanitaire et du fait du premier confinement qui a quand même stoppé l'ensemble des activités. Et bien évidemment, parmi les activités, les chantiers. Donc, et nous avons été très en lien avec la Fédération des bâtiments et avec l'ensemble des fédérations de la filière construction, maîtres d'œuvre, géomètres, etc., pour travailler à cette reprise de chantier dans les meilleures conditions possibles et le plus rapidement possible. Alors on en avait entendu pas mal parler à l'époque. Il y avait un véritable enjeu, notamment un enjeu financier aussi, à la reprise de ces chantiers avec des conditions sanitaires particulières. Et donc nous avons été tous les deux, fédération du bâtiment et notre association normande, à l'initiative d'une charte de bonnes pratiques au niveau de la reprise des chantiers qui a été contractualisée donc avec l'ensemble des fédérations ensuite. Alors je dirais en mai ou juin, je ne sais plus trop Ariane, mais qui était vraiment comment on reprend les chantiers, comment on avance ensemble, comment on est chacun partie prenante et partenaire, qui d'ailleurs a été repris ensuite par le préfet de région pour que les collectivités et les départements puissent aussi travailler sur cette charte-là. Votre partenaire, il est là en principe. Alain Piquet nous écoute, nous allons le voir. Vous êtes le président de la Fédération du bâtiment en Normandie. J'étais avec l'un de vos collaborateurs tout à l'heure. J'ai une autre casquette, je travaille pour France Bleu en Normandie, à Rouen, je réveille l'heure et la Seine-Maritime. Et justement, on se parlait d'offres d'emploi, parce qu'il y a beaucoup de travail dans le bâtiment en ce moment, beaucoup de postes à pourvoir. Et y a-t-il beaucoup de travail alors dans le logement social ? Oui, effectivement. Le logement social est pour nous un acteur important, tout simplement parce que sur les 6,5 milliards d'activités du BTP en Normandie, vous l'avez dit tout à l'heure, vous pesez 767 millions d'euros, c'est-à-dire 12% de notre activité. Et on voit bien que ce socle-là, il est fondamental. Il l'est à plus d'un titre parce qu'il est relativement linéaire et homogène, mais surtout, il est régulièrement soutenu par vous-même, les bailleurs sociaux, mais accompagnés par les pouvoirs publics et les grands financeurs que sont la Caisse des dépôts et Action Logement, sur l'effet contracyclique. C'est-à-dire que quand on a une baisse de la commande publique, en règle générale,
le logement social vient compenser cette baisse dans un effet contracyclique et c'est fondamental pour maintenir ces emplois pérennes du bâtiment. Donc, en quelques mots, quand même, le poids économique du bâtiment en Normandie, c'est 26 000 entreprises et artisans. Quand on met nos salariés, les actifs non salariés et les intérims actuellement employés, on est à 95 000 emplois ETP en Normandie. Donc, vous voyez que c'est 12%. Tout à l'heure, vous disiez 12 000. Je suis convaincu que les bailleurs sociaux représentent plus de 12 000 ETP en Normandie au fil de l'eau annuellement. Et puis, le BTP, pour là aussi, une nouvelle fois, rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est 8 500 jeunes formés tous les ans, dont 4 500 en apprentissage. Et tout à l'heure, vous parliez des alternants. Bien, écoutez, si vous prenez 12% de 4 500 jeunes apprentis chez nous, vous voyez bien que vous contribuez réellement à cette dynamique du bâtiment. Et vous nous accompagnez, certes, avec ces alternants, mais nous vous répondons et nous répondons à ce besoin, cette vocation sociale, à travers notamment aussi toutes les clauses d'insertion que nous retrouvons dans un grand nombre de marchés. Là, je n'ai pas la notion de quantité d'heures, mais effectivement, là aussi, on accompagne les quartiers prioritaires de la ville pour vous aider dans ces clauses d'insertion. Donc, oui, pour nous, acteurs du bâtiment, le logement social est fondamental. Il est, vous l'avez dit, et il est historiquement ancré dans l'innovation. Je reprendrai quelques éléments pour baliser la route, mais dès les années 1980, le logement social innovait dans les maisons à ossature-bois. C'était le premier secteur logement qui donnait à cette filière une vraie dynamique. Et puis, pour être beaucoup plus d'actualité, Éric Gimert l'a dit tout à l'heure, elle l'a démontré à travers son soutien au BIM, qui est cette nouvelle approche numérique du BTP. Cédric Lefebvre l'a dit aussi à travers pardon, j'ai un petit problème. J'espère qu'on ne va pas tomber en panne de batterie, pardon. Cédric Lefebvre l'a dit tout à l'heure avec l'imprimante 3D, mais d'autres actions sont en route. Je pense aux réflexions sur la rénovation énergétique et l'idée d'industrialiser ce process, notamment, alors là, il faut qu'on se rencontre, on discute, notamment sur le process Energy Sprong, qui est un process sur des principes hollandais qu'on doit très probablement pouvoir adapter localement, adapter à notre tissu économique de nos entreprises, nos PME et nos artisans. Merci beaucoup. On a avec nous à présent, puisqu'on évoquait ce travail avec la région, on a avec nous le vice-président de la région Normandie, Rodolphe Thomas. Rodolphe Thomas est-il arrivé? Vous êtes en charge de la politique de la ville et de la cohésion sociale. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de participer à cette table ronde sur des enjeux majeurs qui sont effectivement la politique de l'habitat et il était important que la région aussi puisse contribuer à l'aménagement et surtout l'aménagement du territoire et comme l'a rappelé mon collègue commentaire Christophe Bouillon sur l'aménagement du territoire, beaucoup de personnes qui veulent venir sur la Normandie, ils recherchent l'éducation, ils recherchent la culture, mais surtout le cadre de vie. Alors quand on parle du cadre de vie, c'est effectivement assez large et c'est pour ça que la région a pris conscience de la situation, mais aussi des demandes pour justement faire en sorte que notre territoire soit le plus accueillant possible et de mettre les moyens, donc mettre les moyens financiers avec l'ensemble des acteurs et l'ensemble bien sûr des financements qui ont pu être rappelés à l'instant. Une question justement, est-ce que vous êtes surpris des montants? On dit aux alentours de 800 millions d'euros pour l'investissement dans le logement social. C'est l'équivalent quasiment des investissements de la région. Est-ce que vous êtes surpris?
Effectivement, c'est équivalent et c'est tout à fait normal et logique par rapport à ce que je viens de rappeler à l'instant. C'est vrai que le plus important pour la région, c'est comment, au-delà d'améliorer le cadre de vie, c'est surtout de faire en sorte qu'il y ait cette politique d'habiter mieux. Alors quand on dit habiter mieux, plus vite on aura résolu les passoires thermiques, énergétiques, plus vite nous aurons pu améliorer les conditions de vie de l'ensemble des locataires, de bailleurs publics, mais il ne faut pas oublier les bailleurs privés qui sont aussi dans le besoin. Et donc réduire la fracture énergétique, c'est aussi améliorer bien sûr le pouvoir d'achat de l'ensemble des Normands et c'est ce qu'attendent avant toute chose les locataires, que l'on soit dans le bâtiment ou dans les locations publiques comme privées. Est-ce que on dit souvent, on utilise ce gros mot de contrat cyclique. En gros, le logement social, les bailleurs auraient un rôle d'amortisseur. Quand la conjoncture économique s'inverse, eux, ils sont toujours là. Est-ce que vous avez, vous, un moyen, la région, d'accompagner un peu plus encore ces bailleurs dans ce rôle-là ? Je pense que si on prend l'exemple d'il y a 10 ans ou 12 ans, en 2008, avec la crise financière, où il y avait tout un pan de lancement donc de projets immobiliers et qui a failli se casser la figure. Et le gouvernement de l'époque a fait un appel au secours, entre guillemets, aux bailleurs sociaux pour justement maintenir la production de logements avec ces fameuses VFA. Et moi, je l'ai découvert bien sûr, entre guillemets, sur Hérouville, où on a fait, dans le cadre de notre rénovation urbaine, un projet, voilà, comme d'autres grandes villes, des projets ambitieux de la rénovation, démolition, reconstruction, réhabilitation, amélioration de l'habitat. Et il est vrai que les bailleurs sociaux ont pu maintenir l'équilibre, on va dire, et l'attractivité, et surtout maintenir l'emploi. Et ça a été une très bonne chose. Donc oui, contracyclique, il faut aussi que les collectivités soient acteurs, mais aux côtés aussi de tous les bailleurs que vous êtes, pour essayer à la fois de maintenir la qualité, maintenir l'attractivité économique, et puis quand on dit souvent, on le dit assez régulièrement, quand le bâtiment va, tout va. Ça fait 40 ans qu'on le dit, mais c'est quand même 40 ans après une équation essentielle. Donc oui, la région a pu aussi contribuer à améliorer la situation avec tel que le plan Normandie bâtiment durable, avec des sommes conséquentes. C'est peut-être pas en adéquation, en attente avec l'ensemble des acteurs ou des bailleurs, mais tout ça pour rappeler que la région Normandie a été et l'est toujours et le souhaite toujours l'être un acteur majeur pour soutenir à la fois cette politique d'habitat. Et ça me permet de faire le lien avec la rénovation urbaine. Ça a été dit tout à l'heure, dans les quartiers prioritaires politiques de la ville. Moi qui représente donc Hervé Morin à la région Normandie et en charge de la politique de la ville et de la cohésion sociale, avec le NPNRU qui s'inscrit sur jusqu'en 2026, plus ou moins 2027, on verra la situation, mais c'est près d'1 milliard. 1 milliard qui va être engagé ou qui est en cours d'être engagé sur l'ensemble des politiques, que ce soit sur l'habitat, financé à hauteur de 50%, sur l'amélioration des espaces publics ou bien encore des équipements publics. Tout ça pour vous dire que c'est un véritable, moi je dis souvent, c'est peut-être un peu prétentieux, mais un plan Marshall qui permet justement de s'inscrire dans la durée. Au moins, on solvabilise les programmes en rue pour ces 6 prochaines années. Alors, je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues, mon collègue ou alors les acteurs bailleurs ou de la Fédération française du bâtiment, mais voilà, rappelez que la région, il y aura toujours des trous à la raquette, mais moi je le découvre depuis maintenant 5 ans, quand même un acteur important, parce qu'on a pris la mesure surtout sur la formation et l'insertion sociale et professionnelle, et c'est vrai que ces métiers sont pas délocalisables. Eh bien, comme on dit souvent, il faut mettre le paquet ou être attentif, et puis après mettre le paquet sur l'attractivité, sur l'économie, et comment préserver l'emploi avant toute chose.
Rodolphe Thomas, merci beaucoup, vice-président à la région et aussi élu à Hérouville-Saint-Clair. Il vous lançait la perche, Christophe Bouillon, qu'avez-vous pensé de tout cela? Et puis vous, est-ce que vous vous reconnaissez? Vous êtes tous les deux maires de communes, l'un dans le Calvados, l'autre en Seine-Maritime. Moi, je rejoins parfaitement et je me retrouve dans les propos de Rodolphe Thomas. Concrètement, et les chiffres ont été rappelés, finalement, le logement social, c'est un plan de relance tous les ans. C'est impressionnant comment on injecte directement dans le tissu local de l'argent qui sert immédiatement pour construire du logement, pour rénover du logement, pour réhabiliter du logement, pour donner de l'emploi à des entreprises locales et avec des enjeux malgré tout de recrutement. Il y a de la tension qui existe et vous l'avez rappelé. Je crois que c'est important. Moi, concrètement, ce que m'inspirent tous les témoignages qui se sont accumulés depuis qu'on s'est retrouvés, c'est que le logement social, c'est un peu un accélérateur d'ambition. Si on veut réussir le maintien à domicile, ça passe par le logement social. Si on veut en finir avec les passoires énergétiques, ça passe par le logement social. Si on veut assurer un cadre de vie meilleur et aider les petites villes à l'attractivité, ça passe par le logement social. Si on veut créer de la valeur, faire la paix sociale, faire en sorte qu'il y ait de l'intergénérationnel, eh bien ça passe par le logement social. Bref, je pense que si on veut porter toutes ces ambitions, elles sont indispensables, eh bien il faut travailler avec le logement social comme un acteur. Moi, je trouve qu'il s'est passé une petite révolution, chemin faisant. Il y a quelques années que je suis élu, on est passé finalement d'un moment où on regardait parfois un peu effrayé la question du logement social. Il y avait des élus qui avaient peur d'accueillir sur leur territoire des logements sociaux, à aujourd'hui le fait que c'est un modèle. C'est-à-dire que c'est un modèle qui permet sans doute parfois d'entraîner le privé, c'est-à-dire c'est une sorte, en quelque sorte, non pas de thermomètre, mais d'étalon, de modèle étalon, qui permet de dire au privé, et moi je le fais comme maire, à Barentin aujourd'hui et avant à Canteleu, et d'autres collègues le font, Rodolphe Thomas à Hérouville sans doute également, eh bien on dit au privé, regardez ce qu'est capable de faire le logement social, vous devriez faire mieux. C'est ça qui est intéressant. Il y a eu un renversement de valeurs et je crois que ça c'est essentiel et c'est ce que tous les témoignages aujourd'hui apportent. Merci beaucoup Christophe Bouillon d'avoir été avec nous cet après-midi, maire de Barentin en Seine-Maritime. On n'est pas très très loin de la métropole rouennaise, aux portes de la métropole, et également président de l'association des petites villes de France. Merci de votre témoignage aussi et puis de votre regard. Vous avez été notre grand témoin. Je crois que vous êtes attendu en préfecture à présent avant de rejoindre votre mairie. Donc si vous voulez prendre la direction de la rive droite à Rouen, vous pouvez sans aucun problème nous quitter. Merci beaucoup. Je filerai à la gauchoise. Valérie Mespoulès, tout cela est extrêmement sympathique et tellement vrai. Finalement, quand j'écoute Christophe, en gros, si on veut préparer l'avenir de ce pays, c'est à vous qu'il faut faire confiance. C'est exactement ça, on ne l'aurait pas mieux dit, et on va dire tout au long de cet après-midi que c'est nos partenaires qui en parlent le mieux. Que ce soit le président Piquet, le vice-président de la région ou Christophe Bouillon, c'est vrai qu'on sent véritablement des acteurs qui sont impliqués et qui, je suis tout à fait d'accord avec ce que Christophe vient de dire, il y a quelque part un changement d'image, et de valorisation du logement social. Même s'il y a encore des réticences, même s'il y a encore des difficultés, même si nous sommes quand même malmenés, à quelque niveau que ce soit, au niveau de notre modèle de logement social, certains le remettent en cause quand même de manière assez complète. Mais c'est vrai que là, quand on se rapproche des territoires, on voit bien quand même qu'on répond aux besoins, qu'on a de la confiance au niveau des collectivités, des élus, au niveau des partenaires de la Fédération du bâtiment, et qu'il y a vraiment un modèle qui peut effectivement être valorisé et qui vraiment contribue à l'attractivité de ces territoires. Donc voilà, on a fait un bon bout de chemin. On est encore on remet l'ouvrage sur le métier, on va dire, constamment. On est toujours en recherche de solutions, on est toujours en recherche d'innovation et on est toujours en recherche d'être encore plus proche des besoins et d'y répondre le mieux possible. Donc c'est notre mission, donc on est dedans. Ce qu'on peut remarquer quand même, c'est qu'on travaille de plus en plus ensemble, en réseau, et que c'est comme ça, je pense, qu'on arrivera
à mieux répondre effectivement à l'ensemble de cette diversité que constituent les territoires normands et les problématiques de l'habitat et des habitants. Merci beaucoup Valérie, merci à vous de nous avoir suivis cet après-midi qui est en train de se terminer pour ce moment en tout cas. Merci aux équipes techniques qui nous entourent, je crois qu'il y a encore plus de monde derrière la caméra que devant. Excusez-nous éventuellement parce que, on le disait, le logement social, c'est aussi l'innovation, c'est aussi, là c'était une première cet après-midi passé ensemble. Alors excusez éventuellement les aléas techniques, c'est comme ça que ça se passe, on a gardé nos masques, vous l'avez compris également, on n'a pas fait comme sur les grands plateaux de télévision, on a essayé de montrer l'exemple. On sait combien vos équipes sur le terrain, ces 5000 personnes qui travaillent pour le logement social, ont été mis à rude épreuve pendant la crise et en particulier pendant le premier confinement. Donc on a tenu à montrer l'exemple et à garder le masque cet après-midi. J'espère que vous avez partagé avec nous un agréable moment, intéressant. Moi j'ai trouvé ça passionnant, j'ai appris beaucoup de choses. Pour les Cénomarins, pour ceux qui sont dans le département de l'Eure, je vous donne rendez-vous demain matin sur France Bleu entre 6h et 9h. J'en profite pour faire ma pub et je vous dis à très bientôt, Président. Je vais rajouter un petit mot aussi pour faire notre pub. On a donc cette étude, les résultats de cette étude vont être mis à disposition bien évidemment et envoyés à l'ensemble de nos partenaires. Et puis on souhaiterait qu'effectivement ce type de rencontre puisse à un moment donné se pérenniser aussi pour arriver à échanger et à être interactif aussi avec l'ensemble de nos partenaires. Et puis vous remercier aussi tous ceux qui sont derrière la caméra. Et effectivement, je vous confirme qu'ils sont plus nombreux que nous, ceux qui sont derrière l'écran. Donc vous, pour votre participation, en souhaitant que ça vous ait donné envie. Et puis voilà, et puis merci aussi de votre animation. Nous avons été jusqu'à 150 cet après-midi à suivre en direct ce moment. Merci beaucoup. Merci à Ariane Massière qui régulièrement nous a expliqué ces chiffres, ils étaient nombreux. On a tout compris. Rendez-vous bientôt, je l'espère. Je vous souhaite un bon après-midi. Vous pouvez retourner prendre un deuxième petit café, vous l'avez bien mérité. À bientôt. Merci.